transdisciplinarité, Et donc, il va nous entretenir aujourd'hui d'innovation sociétale et d'éthique de soutenabilité forte. Alors, je vous laisse le 20 minutes, je vous ferai signe quand il en reste 5 et 2. Voilà, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque qui pour moi est une véritable occasion d'apprentissage. Et c'est aussi dans cette perspective-là que je vais essayer d'introduire la thématique de la recherche partenariale et de la transdisciplinarité de façon très modeste parce que je suis très conscient que ces méthodologies de recherche ont été utilisées, mises en application bien plus dans ce domaine d'économie sociale que dans le domaine d'où je viens. Et donc en fait, ma présentation sera un peu un récit d'une trajectoire personnelle. Moi qui viens de la philosophie des sciences et de l'ingénierie, je suis ingénieur civil de formation au départ, qui a travaillé sur les thématiques d'écologie, de thématiques de transition sociale, qui progressivement me suis rendu compte plus ou moins de l'inutilité de mes recherches. Et donc j'ai vraiment eu besoin de beaucoup de temps et d'innovation pour essayer progressivement de découvrir ce qui dépasse le cadre de recherche universitaire, comment, comme universitaire, organiser une équipe de recherche en partenariat. Et donc, je vous invite à réfléchir avec moi comment est-ce qu'on pourrait élargir ce qui est déjà acquis, je dirais, dans certains domaines comme le urban planning ou les sciences de l'éducation ou l'économie sociale, ou en tout cas ce qui a été expérimenté, l'élargir vers des collègues comme des juristes, peut-être des économistes, des ingénieurs, et lancer avec eux aussi des recherches partenariales. Alors, le contexte de mes travaux, c'est la crise écologique et sociale, et j'ai mis en dia une photo de la mer d'Aral, faite par un artiste, et je fais ça de façon volontaire, parce que si on fait de la recherche partenariale jusqu'au bout, je pense qu'on doit pousser l'interdisciplinarité jusqu'à intégrer également la dimension artistique. Et ici, la mer d'Aral est également un exemple assez frappant des crises qui nous touchent. La quatrième mer, le quatrième lac du monde, qui a été vidé de ses eaux pour irriguer des champs de coton en Ouzbékistan. Le coton qui doit servir à faire des t-shirts bon marché pour le marché européen. Et une fois que le lac était vidé, le vent a soulevé les sables et ça a causé des problèmes de cancer des populations qui vivaient autour de ce lac. Donc c'est un des problèmes caractéristiques de notre époque, où capitalisme sauvage, régime autoritaire, problèmes de santé, exploitation, etc. sont combinés. Autre problème évidemment bien connu, c'est la limite de la viabilité de notre planète. On a tout ce qui est en rouge sont les frontières que nous avons dépassées, biodiversité, climat, phosphore. Tous ces ressources naturelles sont épuisées au-delà de ce qui est renouvelable et les autres ressources vont bientôt suivre. Inégalité sociale, bon, un graphique qui est évidemment très parlant aujourd'hui, c'est que vous voyez sur le graphique, la courbe en rouge, c'est l'augmentation des revenus de 50% des gens les plus riches. Il est vrai que la partie la plus pauvre a aussi vu son revenu augmenter, mais dans une proportion nettement moindre. Et je pense que ici, c'est évidemment une moyenne sur un ensemble de pays. Ce graphique cache que dans les gens en bas de la courbe, il y en a qui ont vu le revenu diminuer sur les 25 dernières années. Et je pense que ce type de clivage est évidemment à la source des succès électoraux que nous connaissons au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Alors, les efforts entrepris par la société n'ont pas inversé cette tendance. Les crises majeures sont en train de s'aggraver. Tout le monde s'inquiète. On attend des politiques, une action capable de répondre à ces crises. Et c'est le sujet de ma présentation, la science actuelle n'a pas fourni de solutions significatives à ces crises aujourd'hui, malgré des investissements substantiels dans la recherche. Titre exemple frappant, 2007, la crise financière, aucun économiste ne l'avait prévu, et comme je l'expliquerai, en plus, il ne pouvait pas la prévoir liée à ces méthodes de recherche. Précisément, ce type de crises sont évacuées de notre façon de faire de la recherche aujourd'hui. D'autres exemples, incapacité des solutions élaborées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les déchets nucléaires, la biodiversité, la destruction des écosystèmes, toutes ces tendances, ce n'est pas moi qui les dis, c'est documenté, s'aggravent de façon dramatique. Alors, quelles sont les pistes pour y répondre? Moi, comme jeune chercheur, j'ai été très enthousiasmé par les commons, les biens communs. Et donc, toute une partie de ma carrière de recherche, j'ai lancé des grands programmes de recherche pour pluraliser l'économie. Donc, c'est une thématique que vous connaissez mieux que moi. Ça a été abordé également hier
dans l'introduction, l'économie plurielle signifie qu'en fait, bon nombre de transactions telles qu'elles se font ne se font pas sur base d'un prix compétitif de marché, hein, malgré ce que les économistes veulent nous faire croire. Si on analyse l'économie substantielle, dans les termes de Jean-Louis Laville, ben on voit que dans la pratique, il y a des différentes formes d'économie qui se combinent. Il y a les économies de don contre don, les économies à profit sociétal, des économies publiques, humanitaires, économies de biens communs, etc. Et ceci dépasse de très loin les chiffres cités hier de 10% de l'économie. Je pense qu'on est bien au-delà. Une fois qu'on adopte une perspective d'économie plurielle, on voit une perspective très différente par rapport à nos sociétés. Dans les termes de Samuel Bowles, on pourrait distinguer 3 modes de coordination économique. Une première mode de coordination qui passe par ce qu'on appelle le invisible hand, la main invisible. C'est très pratique dans la main invisible, on n'a pas besoin d'être humain, elle est invisible, dont les transactions se font simplement par le prix compétitif de marché. Et Bowles distingue avec ça 2 autres modes de coordination, ce qu'il appelle le handshake, c'est quand les gens se donnent la main. Et il est vrai que la plupart des transactions ou des organisations économiques, en fait, le handshake est aussi important que la main invisible. Mais évidemment, il est évacué par bon nombre de théories économiques. Et finalement, il y a le iron fist, hein, la poigne d'acier, quel État qui doit venir réguler les externalités négatives, comme le disent les économistes. Et l'enjeu, bien évidemment, c'est que les modes de régulation sur base de handshake puissent trouver une piste chez nous. On a beaucoup critiqué l'idée que toutes ces nouvelles initiatives sociales, l'innovation sociale qui est basée sur ce handshake, reste très marginale, restent considérées comme des expérimentations et ne présentent pas une véritable alternative de société. Plusieurs raisons, et ils sont principalement politiques, font que ces autres modes de coordination économique ne parviennent pas à se développer en véritable alternative. D'abord, l'accès aux ressources, bien évidemment. L'allocation de ressources est essentielle pour, par exemple, développer la gouvernance participative en bien commun. La participation des populations défavorisées. Beaucoup de ces initiatives sont portées par des gens qui ont déjà le capital social et les moyens pour s'y investir. Et finalement, au moment qu'on fasse je préfère le outscaling, c'est-à-dire la pluralisation de ces initiatives, pas la croissance pour en faire des initiatives qui ne sont pas gouvernables de façon participative, mais la pluralisation, le outscaling, finalement, il y a un manque de capital et un manque d'investissement qu'on observe. D'où une deuxième piste vers laquelle on peut se tourner, on va dire, ben, écoute, si la pluralisation de l'économie n'est pas la solution, on doit peut-être se tourner vers le politique, que j'ai représenté en bas, sur une table délibérative, dans l'hypothèse qu'une inclusion de la plus grande partie des parties prenantes dans la décision permettrait de fournir un cadre pour soutenir l'économie plurielle. Alors on a lancé plusieurs pistes de recherche. Ici, c'est un projet en Europe sur 7 pays. On a fait des études de cas approfondies, 37 études de cas avec des life story interviews, avec de l'analyse de documents, donc très approfondie pour voir comment est-ce qu'on peut soutenir des initiatives. Ici, c'est la biodiversité et j'ai projeté la protection du loup en Europe. En fait, on a identifié 35 initiatives qui étaient clairement basées sur le non-marchand. Et puis on s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont bien marché dans ces 35 pays et comment est-ce qu'on pourrait les soutenir? Et donc, après 4 années de recherche avec 5 équipes universitaires, on a analysé les statistiques et on est arrivé à 3 grandes variables. La prise de décision inclusive est fondamentale dans ces initiatives qui ont bien réussi. Les projets qui sont déjà à maturité ont tous développé ce qu'on appelle des bridging networks. Ça veut dire qu'ils ont tous des personnes qui puissent connecter ces initiatives à d'autres initiatives de plus haut niveau, à d'autres échelles. Et finalement, la participation n'était pas uniforme, mais était de plus en plus importante pour faire marcher les initiatives quand les valeurs non marchandes jouent un rôle plus important. Ensuite, on a continué ce type d'approche et c'est là qu'on est tombé sur une chose assez étonnante qui a mis en route une 3e étape. Tout d'abord, bon, ici, c'est un mécanisme bien connu qui est un échec total et intégral. C'est le financement par l'Union européenne des services écosystémiques en Europe. En fait, c'est sur base de vous planter une haie de 5 mètres, ben vous recevez autant d'euros. Et l'idée, c'est qu'avec ce schéma de paiement pour services écosystémiques, on va pouvoir créer une transition écologique. Bien sûr, ce qu'on observe quand on fait des enquêtes, il y a très peu de changements de comportement à cause de ce schéma. Mais nous, on s'est intéressé, en fait, on a interviewé 150 fermiers en région wallonne, et on s'est intéressé aux fermiers où il y avait un changement de comportement. Et on a essayé de voir, mais comment se fait-il que tel fermier qui reçoit autant de subsides qu'un autre
change vraiment son comportement et fait un pas substantiel vers la transition écologique et sociale. En fait, il y a deux corrélations, ça ne va pas vous étonner. Les fermiers qui sont en contact avec des associations, et deuxièmement, et ça c'est tout nouveau, les fermiers qui étaient impliqués dans des partenariats de recherche. Et ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, tiens, effectivement, on savait que pour les valeurs non marchands, il y a un aspect de mise en réseau qui est important avec les associations, mais le secteur recherche n'avait jamais été identifié. D'où une troisième piste. Et ça, c'est une piste évidemment qui est travaillée très fort dans le secteur de l'économie sociale, mais qui était nouveau pour nous qui travaillons sur des enjeux écologiques. C'est la co-construction des questions de recherche entre chercheurs et praticiens. Alors ici, j'ai essayé de placer en vert où cette co-construction se situait dans nos enquêtes en région wallonne. Et il se situe à un endroit un peu inhabituel. Et ça va être tout le défi, évidemment, à relever. Et se situe en haut de mon graphe, c'est-à-dire sont des partenaires acteurs sociétaux qui sont directement en interaction avec les groupes sociaux, les citoyens ou avec les êtres vivants. Et donc, en fait, le rôle du scientifique dans ce qu'on a vu sur le terrain est complètement bouleversé. Le schéma classique des universitaires qui sont consultés par le politique pour éclairer les décideurs, pour créer un encadrement de l'économie sociale, de l'économie plurielle, est complètement bouleversé parce qu'ici, on observe une horizontalité complète. Et en fait, ces chercheurs avec qui on a vu sur le terrain, en fait, ils avaient créé des relations de partenariat horizontales, directes entre universités et acteurs sociétaux. Ce qui pose évidemment plein de problèmes, parce qu'il n'y a pas de cadre qui existe dans les universités pour faire ce genre de choses, il y a très peu de financement, mais c'est corrélé, c'est lié aux changements sociétaux. Alors suite à ça, le gouvernement wallon m'a commandé un rapport pour essayer d'analyser ce type de recherche, parce qu'il disait, si vraiment c'est un point important, on va essayer de plonger plus profondément là-dedans. Et pour moi, évidemment, c'était une vraie révélation. Moi, je suis un peu tombé de ma chaise, de mon bureau. Je savais que la situation est dramatique, mais quand on plonge vraiment dans la littérature pour voir l'effet que la science a sur la société, on observe vraiment que les échecs de pouvoir générer des transitions favorables à nos sociétés sont très nombreuses et ils sont très bien documentés. Et donc, ce rapport, je l'ai publié dans un ouvrage qui est amené à évoluer, parce que je suis évidemment très insatisfait de ce premier rapport, parce que maintenant on essaie d'aller rencontrer d'autres partenaires pour approfondir la réflexion. Et puis dans un article où on a développé l'aspect de capacitation des acteurs, et donc le lien entre recherche partenariale et démocratisation de nos sociétés. Alors, quelques exemples de diagnostics dans le rapport. Dans le rapport, j'ai analysé l'économie, la sociologie, la biologie, les sciences d'innovation, etc. Et dans chacune de ces disciplines, on se rend compte que les concepts qu'ils ont utilisés par les décideurs politiques sur base de ces recherches sont profondément problématiques. Et les diagnostics qu'on porte, et c'est ça que j'aimerais bien soumettre à débat, c'est que l'échec est dû à deux causes. Une première cause, c'est que la science est éthiquement neutre dans toutes ces recherches-là. Et une des thèses qu'on affirme, c'est qu'en fait, il n'y a aucune science qui est neutre et que pour créer un vrai partenariat de recherche, il faut d'abord rendre explicite les valeurs éthiques de tous les partenaires en présence et que ça n'empêche absolument pas de faire de la science de qualité, tout au contraire. L'idée, c'est que la qualité de la recherche est améliorée. Et deuxièmement, la science est devenue socialement virtuelle, et ça, c'est facile à illustrer par l'économie, que j'ai juste pris comme titre d'exemple. La macroéconomie, simplement parce que le rapport a été écrit en 2008, juste après la crise financière. La neutralisation éthique du savoir, elle est dans les formules mathématiques de l'économiste, donc ce n'est pas juste un phénomène marginal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les économistes ont créé une fusion entre les modèles macroéconomiques d'équilibre général et le modèle microéconomique de Walras. Mais pour faire cette fusion, d'une sorte de grand modèle mathématique de l'économie, ils ont dû faire plusieurs hypothèses, qu'eux trouvent des hypothèses utiles pour leurs mathématiques, mais qu'en fait, qui montrent que l'éthique est systématiquement évaluée. Et une des hypothèses clés, c'est qu'on ne modélise que des systèmes à l'équilibre ou proches de l'équilibre. Ça veut dire que, ici, vous voyez le mot stochastique. Pour les modèles économiques aujourd'hui, toute crise de société est une variable stochastique. Ça veut dire que c'est une influence externe qui, par hasard, arrive sur le système. Alors, essayez de chercher la responsabilité humaine là-dedans, l'éthique, elle est systématiquement évacuée. Et des prix Nobel d'économie, après 2008, l'ont répété. Ils ont dit, effectivement, les problèmes de non-équilibre ne font pas partie de la science économique. Et donc, ça pose évidemment profondément problème, et c'est évidemment profondément faux. Mais toujours est-il que ce sont les modèles utilisés aujourd'hui pour les banques centrales et pour la politique monétaire.
Bien sûr, il y a des alternatives qui existent. On pourrait parfaitement faire un fonds de risque par rapport aux inéquilibres du système et l'intégrer à la science économique, pourvu qu'on intègre l'incertitude et le non-équilibre. Mais alors, ça rend le système non calculable et ça oblige l'économiste à devenir interdisciplinaire, qui est précisément ce qui est nécessaire de faire pour avancer. Deuxièmement, la virtualisation sociale du savoir, ça vous le connaissez évidemment très bien également. L'homo economicus ne correspond absolument pas au comportement concret qu'on observe par les acteurs dans ces initiatives qui nous intéressent. Mais ce n'est pas uniquement l'économie. Même si je prends par exemple l'écologie, si on regarde la politique de pêche en Europe, elle est basée sur ce qu'ils appellent le maximum sustainable yield, donc le rendement maximal de pêche. C'est un concept qui est complètement contredit par les pratiques des communautés de pêche, parce qu'il y a beaucoup de communautés de pêche qui ne font pas du maximum sustainable yield, mais qui, depuis des millénaires ou des siècles en tout cas, par exemple dans le Maine aux États-Unis, ont un équilibre avec leur écosystème simplement par des processus de gestion en commun de ces ressources et une adaptation progressive par rapport à l'environnement. Le PIB, évidemment, un autre exemple cité hier par Michel Lamont est intéressant aussi, la théorie du nudging, donc il dit que la transition va dépendre, ça va être compliqué, la théorie du nudging va dépendre d'un comportement individuel et également des théories faussées. Alors, réponse principale, ce sera en 3 temps. Première étape serait l'interdisciplinarité, qui combine à la fois des analyses des systèmes socio-économiques complexes et l'analyse des pratiques sociales et des voies de la transition déjà en œuvre et sur lesquelles les acteurs sociaux ont une expertise sur les possibles sociaux de transition sur leur territoire. Et ces possibles sociaux de transition sur un territoire, c'est un concept qui ne peut jamais être formalisé, parce que ça dépend justement de l'éthique adoptée par les gens qui agissent en situation, des rapports de pouvoir politique et de la trajectoire précise suivie par les acteurs. Et donc ça appelle à une collaboration. Deuxièmement, une discussion explicite d'une éthique de la soutenabilité forte, qui reconnaît les limites intrinsèques de la biosphère et qui adopte un cadre de justice environnementale. Et troisièmement, et c'est ça qui m'intéresse ici, c'est la transdisciplinarité. C'est qu'on se rend compte, pour créer des processus de transition, il faut intégrer l'expertise des scientifiques, mais il faut aller au-delà des murs de l'université pour aller intégrer les acteurs sociaux dans l'organisation de la recherche scientifique. Alors les références, il y a d'abord une référence classique, qui est une référence à la recherche-action, c'est évidemment John Dewey, qui montre que l'intégration des savoirs universitaires joue un rôle de démocratisation profonde, donc une thématique que j'ai annoncée juste avant. En fait, l'idée, c'était de démocratiser l'environnement de travail afin que chacun puisse s'approprier le processus de changement et de décision au sein de son environnement de travail. Mais il y a plus en jeu. Il semble qu'aujourd'hui, il y a également des enjeux de justice cognitive et de réalisme interne, c'est-à-dire un des nouveaux enjeux qui a émergé dans la recherche partenariale, c'est le fait que les acteurs veulent aussi co-construire les significations culturelles et l'orientation normative de notre société dans laquelle on vit, et pas uniquement co-décider dans leur organisation. Et donc cet aspect expérientiel et culturel est un aspect important à prendre en compte dans la recherche partenariale. J'ai encore combien de temps ? 2 minutes. 2 minutes, très bien, ça va aller. Alors, l'étape suivante, évidemment, auquel on est confronté maintenant, c'est d'aller essayer d'expérimenter ceci en pratique. Et je vais montrer de quelle façon nous avons essayé, nous essayons d'intégrer d'une part les éléments de recherche-action classiques en perspective de démocratisation profonde et d'une synergie entre l'expertise universitaire et l'expertise de terrain, et ensuite tout l'enjeu des significations culturelles qui, évidemment, sont également sociopolitiques. Et l'exemple, c'est l'économie collaborative. Donc, on a monté un projet de recherche avec une dizaine de chercheurs et 4 départements de recherche, où on essaye de faire un partenariat. Ici, c'est avec TaxiStop, c'est une organisation de car sharing qui existe depuis une 20aine d'années et qui est une association qui s'occupe également de la mobilité des gens âgés, des problèmes de personnes à mobilité réduite, qui investit dans les quartiers populaires, etc. Donc c'est une organisation intéressante et notre idée, c'est de créer un partenariat avec cette organisation-là pour faire une analyse fiscale et une analyse organisationnelle de ce secteur. Alors un premier élément qu'on peut apporter comme chercheur, c'est que tout partage de voiture n'est pas équivalent. Au contraire, dans l'économie collaborative, ça va donner le libéralisme le plus sauvage jusqu'aux coopératives sociales qui sont en train de se monter également dans ce secteur. Ici, l'exemple de l'impact du car sharing, c'est que une voiture partagée, ça remplace 9 à 13 voitures, pour autant qu'on emprunte une voiture d'une organisation, une coopérative ou quelqu'un qui met à disposition cette voiture dans une perspective de développement durable.
Par contre, si on va faire un trip avec Uber ou Sidecar, l'impact écologique est très différent. On voit que les gens auraient de toute façon fait ce trajet en voiture et auraient pris du transport en commun s'il n'y avait pas l'existence de ces modes d'économie collaborative. Donc on voit tout de suite l'apport qu'un universitaire peut faire par rapport à ces recherches, aider ces organisations-là à clarifier dans quel mode organisationnel vous êtes dans quelque chose de durable, qui contribue à l'écologie sociale, et dans quel cas vous êtes dans un cas contraire, comme par exemple dans le cas de Uber, et ensuite créer la triangulation avec les décideurs politiques pour réguler l'économie. Là, on est dans une perspective, je dirais, de recherche-action classique, et notre objectif ici n'est pas de se substituer au rôle du politique, mais en fait, c'est de donner à l'organisation, de co-construire avec l'organisation les outils qu'ils vont nous demander pour qu'ils puissent être plus forts au moment qu'ils doivent négocier avec des acteurs politiques sur la régulation de l'économie collaborative. Deuxième élément, l'élément culturel. Ici, j'ai mis sur un graphe 3 interprétations possibles de l'économie collaborative. À gauche, vous voyez les unicornes. Ce sont les fameux venture capitalists qui injectent de l'argent sauvage dans cette économie et finalement qui n'apportent très peu à l'écologie et le social. Et à côté de ça, d'autres modèles, les plateformes positives qui adoptent un modèle d'économie sociale basé sur une mission sociétale, une gouvernance inclusive et des ressources non marchandes. Et troisièmement, le modèle le plus radical, le coopérativisme des plateformes, où les plateformes électroniques sont en propriété commune et en gestion commune. Et donc, ce qu'on aimerait bien faire dans notre protocole de recherche, c'est de construire avec les acteurs aussi l'interprétation plus globale vers laquelle on veut évoluer et l'aspect de changement culturel de l'ensemble du secteur. Et il semble que ceci, c'est une étape qu'on doit essayer d'intégrer également dans la recherche-action. Alors pour finir, en dehors de changer nos modes de faire de la recherche en rendant explicite les aspects éthiques, en construisant des partenariats et en abordant l'aspect culturel, évidemment, il faut qu'on adapte nos institutions de recherche à cette transition écologique et sociale. Dans l'enseignement supérieur ainsi de recherche, il y a très peu qui existent. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer une plateforme avec une vingtaine d'académiques qui veut prendre l'expérience, qui veut profiter de l'expérience qui existe dans l'économie sociale, dans l'urbanisme, dans l'éducation, pour le transférer vers d'autres départements de l'université, les économistes, les juristes en l'occurrence. Et donc on essaie d'intégrer ces chercheurs pour en créer une plateforme d'incitation pour transférer ce qui est déjà connu au niveau recherche partenariale. Un réseau de recherche très intéressant, c'est le TDNet en Suisse, que je vous invite à aller voir. Aussi comme mécanisme de financement, c'est très intéressant. C'est une plateforme qui organise une conférence tous les ans où on essaie de capitaliser sur les méthodes de recherche partenariale qui existent et d'avancer tous ensemble. Et finalement, le financement de la recherche, à Bruxelles, on a un micro-programme, un programme Co-Create. Et ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est qu'on ne finance pas uniquement le chercheur universitaire, mais on finance également quelqu'un dans une association. Parce que souvent, dans la co-création, c'est bien beau, on utilise le temps finalement des gens qui sont dans les associations, qui ont souvent une expertise déjà beaucoup plus développée que l'universitaire, et donc il n'y a pas vraiment une relation équitable. Donc Co-Create, ce qui est intéressant, on a bien un financement des deux côtés, donc on a un véritable partenariat. Il est bien entendu que ces exemples sont à développer, très marginaux, contestés, mais je pense qu'ils indiquent quand même des pistes vers où on pourrait aller. Donc en conclusion, il y a une crise sans précédent. Il ne sera pas possible de révéler la crise avec la vision classique d'une science éthiquement neutre et socialement virtuelle. On a besoin de nouvelles filières de recherche, pas uniquement dans les départements qui s'occupent de certaines choses en marge de nos sociétés, mais qui sont au cœur des orientations prises par nos sociétés, et qui étendent l'infrastructure de recherche existante afin de s'attaquer à la crise. Et évidemment, nous avons besoin de nouveaux incitants pour promouvoir ces pratiques scientifiques basées sur la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité et une éthique de soutenabilité forte, qui intègre également une dimension, et je trouve ça important, de justice environnementale. Voilà pour ce petit parcours que j'espère invitera au débat. Et pour finir, une petite photo artistique aussi d'un envol sur un gratte-ciel à Bruxelles. Voilà, je vous remercie.